OK. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. On va poursuivre avec Pierre Falardeau qui va venir nous présenter le dernier livre qu'il a écrit. Donc, une bonne main applaudissement, s'il vous plaît. Je savais pas qu'il fallait que je présente mon dernier livre. Là, je serais pas venu. Je ferai pas ça, je présenterai rien. Moi, je suis paresseux, je recycle tous les vieux discours que je fais. Je n'ai pas le goût de l'écrire. La semaine passée, je n'ai fait un, donc ça fait 4 fois que je le reprends. Le monde change, c'est correct. Walt Disney présente toujours les mêmes films depuis 200 ans. Ça marche pas. Non, mais c'est ça. En même temps, moi, je suis écœuré de parler. Je m'en viens comme Yvon Deschamps, je suis fatigué. Mais des fois, plutôt que de parler, j'haïs ça parler tout seul. Tantôt, on pourra faire, si vous voulez, si vous avez des questions, ça va mieux répondre aux questions que parler tout seul. Juste en attendant, dans l'actualité ce matin, dans le Devoir, il y avait député du PQ, Drainville, c'est ça? Il a écrit un article sur la caisse de dépôt et Michael Sabia. Puis le titre de l'article était bien génial, parce que ça racontait tout ce qui est arrivé autour de la caisse de dépôt, l'argent perdu, puis que Michael Sabia, c'est un gars qui vient du conseil privé, c'est-à-dire du bureau du premier ministre canadien. Il a travaillé au CN sous les ordres de Paul Tellier, qui était un des présidents ou un des gros organisateurs d'un espèce des comités à la noix de l'unité canadienne. Donc lui, il a travaillé avec Paul Tellier. J'ai aucune idée, je sais pas. C'est pas dans ma gang. Mais il y a là-dedans les mafieux ordinaires qu'on voit. Puis j'ai croisé il n'y a pas longtemps des anciens, des gars qui ont pris leur retraite du CN, qui eux autres l'haïssaient profondément. Parce que lui, il a participé à la privatisation du CN. Donc, il a transformé une boîte gouvernementale qui ne marchait pas, mais elle ne marchait pas parce que c'était un service public qui était obligé d'avoir des trains partout. Puis donc, c'était pas rentable. Lui, il a rendu ça rentable en scrapant tout ce que le public, tout ce qui était public, puis il a donné à l'entreprise privée tout ce qui marchait. C'est comme en Argentine, ils volent tout. On appelle ça la mafiocratie. En tout cas, le Drainville était très bien. Il exposait tout ça ce matin dans son article. Sauf qu'il y a juste une affaire qui a oublié, Drainville, c'est le titre. Dans le titre, c'était la nomination de Sabia est une erreur. Mais non. C'est pas une erreur quand les charrettes, c'est pas d'erreur. Ils nomment les trous du cul pour nous fourrer. C'est pas des erreurs. C'est une politique délibérée. C'est une politique délibérée pour scraper un instrument qu'on s'était donné de développement collectif. Il faut faire attention à ça. Alors ça, c'était ce matin. Il y a juste, tout l'article était parfait, sauf le mot erreur. Il n'y a pas d'erreur. Par contre, en fin de semaine dernière, il y avait, c'était l'anniversaire, le 40e anniversaire, c'est ça, de la grosse manifestation à l'époque qu'il y avait eu, qui s'appelait McGill en français. Et puis, dans le Devoir, il y a une petite fille, elle doit être assez vieille, Claire-André Cauchy, qui a écrit un article là-dessus. C'est drôle, moi j'étais là. Fait qu'ils peuvent pas. Tantôt, tu as parlé d'empicetteur. C'est ça. Moi, je suis tanné de me faire fourrer des pissettes molles. Ça, c'est une autre expression de mon père qui était joli. Me faire fourrer des pissettes molles. C'est assez beau. Ça décrit bien les choses. En tout cas,
Fait que là-dedans, elle interroge, c'est une jeune journaliste, sans doute, à rendre compte de ce que c'était. Puis si tu connais pas grand-chose dans la vie, tu te fais raconter des peurs, puis tout le monde croit que c'est vrai. C'est comme là-dedans, à peu près, tu sais ce qu'il dit, le sous-titre, c'est que les gens qui avaient marché, il y avait des nationalistes, et puis des travailleurs, puis des socialistes, puis c'était une union de toutes sortes de monde. Fait que là, on interroge un prof de McGill qui était là, un gars qui s'appelle Miller. Mon prof à McGill, il est mal parti, là, ça part mal dans l'existence, mais... lui, il dit, un gars qui s'appelle Carmen Miller, professeur d'histoire d'origine néo-écossaise, qui venait tout juste d'échoir à McGill en 69. Le génie dans cette manifestation, c'est d'être arrivé à jumeler des objectifs irréconciliables, soit le nationalisme et le socialisme. Ça, c'est un professeur d'université qui doit avoir 12 doctorats. C'est un esti de nono. Il a dormi au gaz depuis 50 ans. Parce que partout dans le monde... Oh, excusez-moi de partout dans le monde, il y a eu des luttes de libération nationale où on faisait marcher ensemble nationalisme et socialisme. Et le vieux Ho Chi Minh, qui a dirigé le Parti communiste indo-chinois. Le vieux Ho Chi Minh, c'est juste un vieux nationaleux. Lui était pour l'indépendance de son pays. Mao Tse-tung, y a-tu plus nationaleux que Mao Tse-tung? Ils ont fait l'indépendance de la Chine. Tu sais, puis partout en Afrique, en Algérie, ils ont fait, c'était des socialistes qui ont fait l'indépendance de l'Algérie. Donc lui, ses professeurs, ça enseigne à McGill. Et monsieur. Puis disons, on pourrait continuer les histoires sur le socialisme et l'indépendance. Nasser a fait ça. Tout le monde en Afrique, Amilcar Cabral, les gens au Cap-Vert, partout. Alors lui, il n'a pas vu ça. Pour lui, c'était irréconciliable. Mais c'est le fun parce qu'il est nono, mais il y en a d'autres nono. Ça, on dirait que parmi les universitaires, c'est comme ou les journalistes ou les cinéastes, on dirait que ça attire les crétins. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe là. Il n'y a pas ça, tu ne retrouves pas ça chez les boxeurs. Chez les boxeurs, il y a du monde minimalement intelligent. Il y a des nonos comme partout, mais le pourcentage doit être moins pire que dans les universités. En tout cas, là, c'est un autre. Le professeur de sociologie, Jean-Philippe Warren, titulaire de la chaire de recherche sur le Québec à l'Université Concordia. Lui, il dit, il abonde dans le même sens. Lui, il vient d'écrire un truc qui s'appelle « Une douce anarchie, les années 68 au Québec ». Alors lui, il termine en disant les nationalistes sont là parce que McGill est anglophone, les ouvriers parce qu'elle est élitiste, et les jeunes parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de place à l'université. Mais moi, à l'époque, j'étais jeune, puis là, j'étais là pour toutes ces raisons-là. Je suis pas un ouvrier, moi, caliste, mais je suis capable de comprendre, je suis pas un innocent. Puis lui, il dit qu'après la manifestation, il dit donc il y a eu là une union de toutes sortes de monde, puis après ça, ça a changé. Fait qu'il dit les nationalistes sont allés au Parti québécois, puis les ouvriers chemineront vers le Front commun, ou se regrouperont dans les groupes marxistes-léninistes, trotskistes et autres maoïstes. Moi aussi, je les ai connus. Il n'y a jamais eu là un seul ouvrier. J'en ai jamais vu un, calice. Alors racontez-moi pas de peur. Ou s'il y en avait un, il le mettait en avant, là, tout strappé, avec il mettait des bouts de bois pour le tenir, pour qu'il tombe. Il n'y a jamais eu une crise d'ouvriers dans les groupes maoïstes, les groupes staliniens, ultra-fédéralistes. C'est ces mêmes gens-là qui les descendants de Mère Teresa David et de Gilles Duceppe. Bon, il n'y a jamais eu d'ouvriers là. Moi, ce que je connais comme... moi qui n'a pas 22 doctorats, mais je suis capable de voir,
le seul mouvement, un des rares mouvements politiques où il y a eu beaucoup d'ouvriers au Québec, c'est le FLQ. Dans les mouvements politiques comme le FLQ, il y avait moitié de jeunes ouvriers et moitié d'étudiants. Puis les autres places où j'ai vu des ouvriers, et quand j'ai milité au PQ entre 70 et 95, à la base, il y avait des gens du mouvement ouvrier qui étaient là. Il n'y a jamais eu un seul ouvrier dans le mouvement marxiste-léniniste. Voilà, c'était... Je ne jetterai pas les autres la semaine prochaine. Non, je n'ai un autre bout, si vous voulez. Oui. Je peux vous en citer un autre, celui de la semaine d'avant. Non, mais est-ce que vous... Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent des infiltrateurs de la GRC et du service canadien. Ah, ça m'intéresse. Oui. Entre autres, des marxistes-léninistes et tout ça, les infiltrateurs aimaient bien ça, faire des provocations. C'est ça. Ça, c'est pas dans le livre de Warren. Par contre, un des livres les plus intéressants que j'ai lu dans ma vie, c'est un livre de Roger Faligo, qui est un des rares Européens qui s'est intéressé à la question irlandaise, puis il a écrit un livre qui s'appelle « Guerre spéciale en Irlande ». Puis lui, il a montré que nos ennemis, là, c'est du monde intelligent. C'est pas des tatas. Les tatas sont souvent de notre bord. Non, mais nous autres, on est là, des fois, on se bat de nos petits moyens, nos drapeaux, puis nos ballons, puis nos slogans. L'autre bord, eux autres, ils font de la politique. Puis ils ont du fric, ils ont des moyens, ils ont l'armée, ils ont les services secrets, puis la police montée, les journaux, la TV, le cinéma, les universités. L'autre bord, ils font de la politique. Nous autres, on fait de l'angélisme. Bon. En Irlande du Nord, les services secrets britanniques, pour fourrer le mouvement nationaliste, dans ces mêmes années-là, ils ont mis sur pied des groupes maoïstes, bien extrémistes, qui se sont mis à dénoncer les nationaleux irlandais. Ouais, vous êtes des réactionnaires, vous êtes des... Puis ça a dû marcher un peu, mais tous ces gens-là, ça avait été mis sur pied par les services secrets britanniques. Puis partout dans le monde, il y a ce genre de politique-là. Juste ici, on se dit, ah non, mais c'est pas ici, mais non. Ici, pareil, tu sais, quand partout en Amérique latine, quand la CIA ou le State Department américain achète des journaux, pourquoi pas ici? La dernière guerre mondiale, avant que les Allemands rentrent en France, il y avait eu plein de journalistes français payés par les Allemands. Pourquoi ici, on n'est jamais capable d'envisager ça? Bon, ben voilà, il y a eu une question. Un autre, une facile. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe au Journal de Montréal? Ce qui se passe au Journal de Montréal? Oui. Moi, j'écris au ICI, c'est-à-dire que je suis membre de l'Empire Pellado. Oui. J'ai publié chez VLB, donc je suis doublement membre de l'Empire Pellado. Saloperie de capitalisme. Et je suis chum avec Julie Snyder, qui est la blonde de Pierre-Carl Pellado. Fait que je suis dans marde. Flushé, elle se dit. Je peux pas parler trop. Bon. Mais, je ne veux pas donner rien à foutre. Quand les gars sont tombés en grève, j'ai rencontré, je connais au Journal de Montréal, je suis chum avec Martin Smith. C'est lockout ou grève? C'est lockout, je pense. Mais quand, en tout cas, le seul gars que je connais au Journal de Montréal, c'est Martin Smith, qui est un journaliste sportif. Je l'ai connu à la traversée de la Gaspésie. Moi, je crevais derrière pendant que lui, il skiait en avant. Martin m'a dit, Falardeau, j'espère que tu n'écriras pas au Journal de Montréal. J'ai dit, Martin, si jamais parce que moi, j'écris dans le ICI. Donc, théoriquement, il pourrait peut-être prendre mes textes et les envoyer là-bas. Mais j'ai dit, Martin,
moi, jamais tu verras un de mes textes dans le Journal de Montréal, je te le promets. Si jamais tu vois un de mes textes là-dedans, viens chez nous, je te donne la permission de me casser la gueule. Puis, après ça, tu sais, je sais pas, moi, souvent, je lis pas ça, les contrats, je signe ce qui est marqué, je regarde le salaire, le reste. Fait que, je sais pas, peut-être qu'il y aurait le droit de passer mes textes, mais je m'en fous. Moi, le contrat, je m'en tabarnak, ils passeront pas mes textes dans le Journal de Montréal. Bon. Juste pour vous montrer comment je suis un saint. Comme Michael Sebia. Michael Sebia, il a renoncé à ses primes de départ à la caisse de dépôt. C'est un saint. Il vient d'être payé 21 millions de primes de départ à NS. Moi, j'ai pas ça, mais... Qu'est-ce que j'essayais de dire? Comme montrer comment je suis un saint. Je viens de sortir un livre chez VLB. D'habitude, tu sais, tout le monde sait ça. Quand tu sors un livre, personne n'en parle. Hein? C'est moi, les 2 premiers que j'ai écrits, j'ai fait 4 radios. C'était 4 radios, 2 fois 2 radios universitaires que personne n'écoute. C'était ça, c'est ça les lancements de livres. Dans le cinéma, c'est toujours plus gros, mais dans les livres, à moins de t'appeler Marie Laberge ou d'être journaliste à Radio-Canada, t'existes pas. Bon. Je m'attendais à la même chose pour le dernier livre, tu sais, puis je reçois un appel de Benoît Aubin, qui est chroniqueur au journal en lockout ou en grève. Lui, il est chroniqueur, il continue à écrire pareil. Il m'offrait une entrevue dans le Journal de Montréal pour mon livre. Ça aurait été le fun. C'est tentant, c'est tentant. C'est tentant. C'est tentant. Tu dis, sac, Journal de Montréal, combien il y a 300 000 lecteurs. Mais des fois, moi, des fois, mes principes prennent le bord. Moi, mes principes prennent le bord quand il est question d'amitié. En amitié, il n'y a plus de principes. Mais des fois, en général, dans la vie, mes principes, ils tiennent le coup. Là-dedans, il y a une ligne de piquetage, je suis pas pour la franchir. Et puis, Richard Martineau, qui justifie le fait qu'il n'est pas syndiqué pour... C'est un scab. C'est un scab jour après jour. Puis, il s'enfonce dans l'anti-syndicalisme plus que primaire. Alors moi qui suis un saint, j'ai refusé d'y aller. C'est bien beau, c'est bien facile, c'est à soir. On est tous en famille avec la ceinture fléchée pas loin, là. Ouais. Et, ça commence mal. Ce matin, à Radio-Canada, vous avez parlé de votre voisine d'en face de 77 ans qui vous disait par rapport au plan d'Abraham, là, il faut y aller, pas avec, tu sais, vous avez entendu l'entrevue, là. Ouais. Moi, ma question est bien simple. J'en ai une voisine d'en face à qui je parle pas tous les jours. La question, c'est une question léniniste. C'est que faire pour convaincre ma voisine d'en face? Si je le savais, ça ferait longtemps que... Tu serais premier ministre. Ça ferait longtemps qu'on aurait fait... On serait déjà libre. Je ne sais pas quoi faire. Je sais juste une affaire. L'espèce de stratégie du PQ et du Bloc qui consiste à ne jamais en parler. C'est comme jamais le temps. Et là, c'est pas le temps, c'est une élection. Là, c'est pas le temps, le monde ne veut pas. C'est pas le temps. Fait qu'à un moment donné, ça a été le temps 2 fois. Une fois en 80, l'autre fois 15 ans plus tard, 2 fois 1 mois, où là, on en parle. Le reste du temps, là, c'est pas le temps, c'est une élection fédérale, on n'en parle pas. Fait qu'il en parle, en tout cas, à mon avis, la solution, c'est d'en parler, et non pas l'inverse. Puis des fois, moi, je vote pour le Bloc, je suis pour le Bloc, je vote PQ, mais des fois, il m'énerve.
C'est juste encore, la semaine dernière, tu sais, quand il y a un Américain qui a ri de l'armée canadienne d'une station de radio. Je m'en calisse dessus, moi. Je peux bien rire, moi aussi, je ris d'eux autres. Tu sais, moi aussi, ils peuvent tous faire, toutes les estis de salles du Princess Patricia qui se font tirer en Afghanistan. Moi, je suis content. On va faire 20. Ça en fait de moins venir nous écœurer chez nous tout à l'heure. Mais bon, t'as vu monter Gilles Duceppe au front. De défendre l'honneur de l'armée canadienne. Tu dis, on t'a pas envoyé là pour ça. La semaine dernière, un député Bachand du Bloc, qui est responsable de la Défense. Là, lui, il a reproché au ministère de la Défense de ne pas avoir réparé assez vite les chars Léopard usagés qu'ils ont achetés à la Hollande. Tu dis, de quoi tu te mêles, le con? On t'a pas élu pour ça, t'as élu pour faire parce que t'es indépendantiste. Lâche-moi avec l'armée canadienne. Mais ils sont toujours de même quand c'est pas ça. L'autre, le petit mongol, lui, il est pour Kyoto. Lâche-moi Kyoto, parce que t'es pas là pour ça. En tout cas, c'est ça. Juste pour... À un moment donné, c'est l'ancien député du Bloc de Trois-Rivières, Rochelot, qui est quelqu'un que j'aime profondément. Puis lui, à un moment donné, on est devenu chum, puis lui aussi, il était pour le Bloc à Ottawa, puis souvent, il reprochait à ses confrères, il a dit, les gars, vous êtes en train de vous transformer en la meilleure opposition loyale de Sa Majesté. Tu sais, vous faites la job que le NPD, les libéraux font pas. On n'est pas là pour ça. Mais lui, il le regardait comme s'il était un salopard. Ils l'ont mis dehors. Il est parti. Mais c'est ça, pour convaincre ta voisine, il faut juste... Merci de répondre à la question. Non, mais pour convaincre ta voisine, il faut... Je ne sais pas comment, mais il faut en parler. Puis, tu sais, moi, c'est pas pour parler de moi, je n'ai rien à crisser. Mais des fois, ils m'appellent dans des écoles secondaires pour aller parler aux jeunes. J'y vais, tu sais, je fais ma part, même si je suis fatigué, je me dis, bon, ils m'invitent pour aller en parler. Ils m'ont leur en parler. Tu sais, tu parles à 200-300 jeunes. Personne ne leur parle de ça, jamais. Moi, je leur parle, puis ils m'envoient pas chier. C'est ça qui est le fun. Tu sais, ils disent pas, ouais, tu veux le vieux mongol, il est perdu en esti. Ils aiment ça. Tu sais, moi, je leur parle de liberté. Je leur parle de liberté, de libérer leur pays, de l'indépendance, d'être des hommes libres. Ils aiment ça, câlisse. Mais je les fais pas chier. Je leur parle pas d'équilibre fiscal, esti. Je leur parle pas de... Non, mais... Dans les fois, quand j'ai dit qu'ils m'enrageaient, des fois, ils sont toujours à côté de la traque. Tu sais, là, la grosse affaire des dernières années, ça a été la reconnaissance de la nation. Bon, première affaire. Pendant des années, vous devez nous reconnaître. M'en fous, moi, que l'autre bord, ils me reconnaissent ou ils me reconnaissent pas. Il n'y a rien à cirer. Moi, je le sais que c'est une nation qui peut aller chier. Puis là, un coup que l'autre bord, Harper, il a dit, oui, on vous reconnaît. Là, ils ont les culottes à terre. Tu ne peux plus faire de millage là-dessus. C'est fait. L'autre affaire, le déséquilibre fiscal. Tu dis, moi, je ne suis pas très intelligent, je ne suis pas un économiste, je n'ai pas étudié en économie. Mais tu dis, ça ne s'appelle pas du déséquilibre fiscal. Tu sais. Ils viennent voler l'argent dans tes poches par les taxes. Puis là, ils jouent avec toi, puis ils te font chanter en t'en remettant plus, moins, plus. Puis ils contrôlent toute ta vie avec ton propre argent qu'ils t'ont volé. Alors, c'est pas du déséquilibre fiscal, c'est du vol. Ça s'appelle de la rapine. C'est des flibustiers, des bandits. Puis c'est... Des fois, les situations, ils sont pareilles partout sur la terre. Tu sais, qui a payé en Palestine? Qui a payé pour le mur qui divise les deux pays? Les Palestiniens. Évidemment. Parce que Israël, ils volent les taxes des Palestiniens, ils les mettent dans leur poche, ils disent, oh,
là, vous avez voté pour le Hamas, nous autres, on les aime pas, le Hamas, on vous remet pas l'argent. Mais c'est pas, notre situation n'est pas mieux que ça, hein. C'est en termes politiques, c'est la même chose. J'ai-tu répondu à ta question, finalement? Pas encore, ben écoute. Hein? Je peux connecter avec. Ouais, mais si tu n'as plus de lien social, là, post-révolution tranquille, post-déception référendaire, je veux dire, pour une génération, mettons, comme la mienne ou les plus jeunes, qui ne croient plus à la politique parce que le parrain ne croit plus, il dit tout le temps, on a voté pour un tel, puis il ne veut pas que c'est de la merde. Si tu n'as plus de lien social, comment peux-tu réussir à réunir les gens autour d'un discours quand le soir... Mais des fois, tu sais, je suis d'accord avec toute ton analyse. À un moment donné, ça fait 15 ans que le monde a pensé que c'était une défaite. Alors que pour moi, là... Hein? Attends un peu, j'y arrive. Il y a 15 ans au référendum, moi, personnellement, je trouvais que c'était une magnifique victoire. Les Québécois, je parle pas de... Les Québécois avaient voté oui à 60%. On a été battus par quelques milliers de votes dans l'ensemble, mais collectivement, les Québécois avaient voté oui à 60%. Moi, je me disais, c'est génial, on les a par la poche. Là, ils ont juste assez de corde pour se parler. Et si, faisons de la politique fiction, même si j'aime pas ça, si au lendemain du référendum, les gens qui ont mis Parizeau dehors à cause de ses déclarations qui étaient tout à fait justes, les gens qui ont mis si Parizeau n'était pas parti, on avait dit au PQ, on dit, OK, on reconnaît votre victoire, maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez 1 an pour mettre sur la table vos propositions. Nous autres, dans 1 an, on fait un autre référendum. L'autre bord, il aurait été fourré, parce qu'ils n'ont rien à donner. Depuis 15 ans, ils ont donné des casquettes, des balles de golf, des boules de Noël, des t-shirts, des parades, des shows de cornemuse, des feux d'artifice. Zéro! Ils n'ont rien à donner. Mais quand une idée se met à piétiner, tu sais, puis on transforme ça en défaite. Tu sais, pour Lucien Bouchard, c'était une défaite. Puis là, tout le monde se dit, on a été battus. Quand tu as eu une idée qui stagne, le monde se tanne, puis il passe à d'autres choses. C'est tout à fait normal. Moi, ce que je trouve génial, c'est que malgré tout le travail de nos ennemis l'autre bord, puis tous leurs moyens, tout leur argent, leur fric, que ça se soit pas encore écroulé. Tu sais, dans tous les sondages, ils disent « Ah, ça a reculé! C'est juste à 39%! » 39, 40, 42. Il n'y a rien à crisser. Ça veut dire qu'encore chez les Québécois, on est divisé 50-50. C'est pas si pire après 15 ans de retraite et puis c'est ça, dans toutes les batailles, quand tu te fais battre, quand tu perds, là, le monde se met à se... Lui, c'est un ci, lui, c'est un ça, puis lui, il y a ici, puis lui, je l'haïs, puis lui, je l'aime pas. Ah, mais ça, on ne s'intéresse même plus. La génération moyenne. OK, oui, je suis pas à l'université, j'ai pas l'université, j'ai pas connu les grosses affaires. Ouais. OK, moi, je suis une travailleuse sociale. Ouais. C'est quand même correct, OK? Sauf que, nous autres, la politique, moi, je vais aller voter ce que mon père me dit. C'est plate, là, parce que déjà là, je sais même pas ce qui se passe. Puis, avec un gros groupe social, puis on sait même pas, là. C'est quoi, oui, mais tu sais de... Je vais pas voter. Okay. Et d'autre part. C'est la grosse génération. 3 quarts. Ah oui, mais c'était... nous autres, des fois, on a été responsables parce qu'on vous a pas parlé. On est responsables parce qu'on vous a pas parlé, mais vous autres, vous êtes responsables aussi. Réveillez-vous, câlisse. Non, mais c'est pas ce que c'est. Je pense que ça ne peut pas faire. Non, mais tu sais, ce que je veux dire... Réveillez-nous. Oui. Mais tu sais, mais quand je te dis qu'on n'a pas fait notre job, c'est vrai. Mais en même temps, c'est
tout le système est fait pour que tu comprennes rien. La TV, elle marche. Tu sais, 24 heures par jour, elle explique jamais rien. Tu sais, à l'école, ils ont enlevé les cours d'histoire. Au cégep, ils enlèvent des cours de philosophie, mettent des cours d'anglais, ils enlèvent des cours de gymnastique, mettent des cours d'anglais. Ils vous attaquent dans votre cerveau et dans votre corps. Tu sais, c'est fait pour que vous soyez débiles. C'est construit. Mais en même temps, vous allez devoir vous-même, il va falloir vous-même aller chercher l'information, devenir intelligente, brillante. Je sais qu'il le faut, mais il faut que ça parte de quelque part. Là, mais regarde, je suis là ce soir. Là. Oui. Tu sais que t'as fait un freak show? Oui. T'as fait un film 1837, 1839. Non, 1838, 1737. En tout cas. On a parlé des patriotes. T'as senti comme un patriote qui va aller comme un Saint-Jean-Baptiste dans le désert, manger des sauterelles avec du miel, puis à tomber dans le même hostie de pantoute. Non, moi je me sens juste... moi, la première fois que j'ai entendu parler d'indépendance, j'avais 15 ans peut-être, ou 14. 27 ans. J'avais 14 ans. Je suis sorti du collège un matin, il y avait un poster, c'était marqué « Camarades, viens joindre la lutte, l'indépendance du peuple québécois, participe à la lutte pour la liberté. » Moi, je disais ça. Il me demande à moi, un petit cul Falardeau, de faire ça. Moi, j'ai trouvé ça beau. Viens aider à libérer ton pays. Ils m'ont demandé à moi. Puis moi, je les ai crus. Tu l'as pris personnel. Puis moi, je l'ai pris très personnel. Puis depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, j'ai pas pu m'en sortir. Puis j'essaye juste de faire mon bout. Comme à l'époque, je faisais mon bout. À l'époque, j'avais 15-16 ans. On barbouillait des slogans sur les murs, puis je vendais le journal L'Indépendance le soir aux frettes, dans le bout du métro Berry de Montigny. J'en vendais 2 par soir. Je me faisais cracher dessus par des salopards, mais c'était pas mal. J'étais pas chez nous à regarder la TV. Si, j'essayais de rendre le monde plus intelligent. Puis je barbouillais, puis j'aurais bien aimé ça connaître les gars du FLQ, parce que je n'aurais mis des bombes. Je les connaissais pas, puis, mais en même temps, si je les avais connus, j'aurais peut-être été trop peureux, ben je suis peureux. Bon, à l'époque, je faisais ce que je pouvais. On allait dans des manifs, on se renseignait, on lisait, puis plus tard, j'ai pu faire des films, j'ai fait des films là-dessus. Puis à un moment donné, c'est à l'époque du référendum de 95. Maintenant, ça va faire une quinzaine d'années. Il y a les jeunes du Parti québécois, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Monsieur Falardeau, est-ce que vous viendriez parler au con? On a une réunion de jeunes à Saint-Hyacinthe, viendriez-vous nous parler? » Moi, je me dis « Bon, allez-le parler, les jeunes. » J'arrive là, c'était le congrès, il était 600. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi, j'ai jamais parlé, moi, dans la vie. J'arrive là, 600 jeunes, je dis « Vous m'avez dit une réunion. » Là, je rentre dans la salle, ils se mettent à applaudir. Et je regarde derrière moi, au cas il y a le Parizeau, mais non, il applaudissait. Puis, je suis allé en avant, je leur ai dit, regardez, moi, je suis pas un orateur. Moi, les orateurs, j'ai vu René Lévesque, j'ai vu Pierre Bourgault, j'ai vu Michel Chartrand, j'ai vu René Chaloux. Et ça, c'était les orateurs, tu sais. Moi, je suis arrivé en avant, je dis, bon, moi, je suis pas un orateur, je peux essayer de vous parler. Si vous haïssez ça, dites-le, moment d'aller, moi je ne serais pas choqué. Et je leur ai parlé. Mais donc j'essaye juste de faire ma part. Puis je pense qu'il faut qu'on fasse que chacun fasse son petit bout. Et moi, c'est ce que j'aime dans les luttes de libération. Il y a de la place pour toutes les sortes de monde. Moi, j'aime. En campagne, il y a un gars que j'admire, c'est mon armurier.
Lui, il est capable de réparer des guns. Je l'aime au bout. Je trouve intelligent. Non, mais moi, j'aime bien Louis Grenier. Louis Grenier, c'est un de mes chums, c'est le gars qui a parti les côtes Canucks. C'est un homme d'affaires, mais il est correct. Je l'aime parce que lui, dans la vie, il a dit, les Québécois, on va arrêter de geler, on va se faire du linge qui nous ressemble. Moi, je l'aime au bout, ce gars-là, tu sais. Mais pour moi, c'est ça, faire l'indépendance. C'est faire de la musique, c'est faire des tableaux, c'est faire, c'est se bisouner un gun, c'est se faire une maison pour pas qu'il mouille dessus, pour arrêter de se faire fourrer par Pierre, Jean et Jacques. C'est ça l'indépendance. C'est bien concret. Juste une dernière affaire. Dernière question. Oui. Penses-tu que si on continue de même, si on ne réagit pas, on va devenir la Louisiane du Canada? Oui. Alors là, c'est ça le problème, c'est là pour ça. Si l'indépendance, il y a un prix à payer. Mais la dépendance, il y en a un aussi. Et si on décide collectivement de s'écraser, c'est lui, il a tout à fait raison. C'est à plus ou moins brève échéance la louisianisation. C'est ça que nous, on est plus intéressés. Non. On va aller chercher l'information. Je pense que vous avez tout modèle. C'est à nous autres, que pourquoi que dans ça, hey, je rêvais de ça là, d'être une ancienne petite fille qui fait tout hey, que je veux prôner l'indépendance, tout ça. Hey, mais hey, nous autres, là, si on fait une révolte, là, c'est à cause qu'il va faire beau, là. Okay, ça n'a rien à voir, là. Ça n'a rien à voir, on ne croit plus en ça. Mais il y a quelque chose moi, Allez voir des gens qui là, c'est une autre affaire aussi là-dedans. Des fois, tu sais, quand je t'ai dit tantôt, quand de la chicane pogne, on se met tout à s'entre-déchirer. Puis des fois, moi-même, je suis comme ça. Des fois, on dit, ouais, c'est le chef c'est un andouille, puis les sous-chefs sont encore plus andouilles, puis les adjudants-chefs sont encore plus cons. Mais des fois, moi, je pense que si ça marche pas, on est tous collectivement responsables, un par un. Oui. C'est de ta faute. Si ça se fait pas, c'est de ta faute. Et de la tienne, et de la sienne, et de la mienne. T'sais, pour moi, t'es le chef. Ça a beau ne pas être le bon chef. Des fois, je me dis, dans le reste de la société, c'est pas juste le chef, c'est la société québécoise dans son ensemble qui dort au gaz. Où est-ce qu'ils sont les profs d'université, où est-ce qu'ils sont les journalistes, où est-ce qu'ils sont les artistes, où est-ce qu'ils sont les chanteurs, les syndicalistes qui font du bateau avec tourner à Curso. Si ça va pas, c'est parce qu'on se laisse faire. Collectivement, on dort au gaz. Et quand ça va être fini, c'est de la faute à tout le monde. Donc spécialement toi. Tant peu, quand il y en a une là, qui a le bras dans les airs depuis tout à l'heure. Il faut répondre un petit peu à elle. Je me suis... Bon, mais parlez-vous, je m'en vais. Donne-moi mon chèque. Il y a un chèque avec ça. On payait le gaz. Oui, allez-y. C'est que je trouve que nous autres, écoute. Que nous autres, dans notre époque, comme elle dit, on a été chanceux. C'est vrai qu'on était... Il y avait plein de monde... comme l'évêque, il y avait une grosse bataille politique. Puis ça a amené le nationaliste, il y a eu les artistes, tout a été une grosse... Mais aujourd'hui, on dirait que ils sont ramassés avec rien, puis ils ne savent plus où aller chercher, parce que moi, je suis comme je me prends, je ne suis pas tellement politisée. Donc, si je prends du monde de même, à un moment donné, t'embarques dedans, t'as pas le choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va revenir, parce que quand j'écoute comme mes aïeux ou tous les nouveaux artistes, ils commencent à parler de nationalisme, puis je pense que ça va faire démarrer des mouvements, fait que aide l'espoir. Ça va revenir. Oui, il faut que tu en parles tes propres mouvements. En partant, il faudrait faire un petit effort, que je suis la première à ça, c'est même aussi... Financièrement, il faudrait essayer encore d'acheter chez nous. On va essayer de traduire en termes sociologiques ce qu'elle a si bien dit. Non, mais moi j'ai remarqué dans les...
à un moment donné, tu arrives au monde à une époque dans un pays où tu choisis pas. Et puis des fois, tu arrives dans des époques plus passionnantes. C'est comme celui qui arrive au monde au Mexique à l'époque de la Révolution mexicaine. Ça, c'est le fun, là, ça brasse. Il y a la Révolution, il y a les peintres mexicains, il y a les écrivains ça brasse. Tu as toute une société en marche. Et si tu arrives 25 ans plus tard, t'es dans la marde, c'est le Parti révolutionnaire institutionnel. C'est fini. À l'époque de la Révolution d'octobre, tu as les poètes, t'as les futuristes, les architectes, les cinéastes, le monde sont dans la rue, t'as toute une société qui sort de l'esclavage. Et si tu arrives au monde 25 ans plus tard, sous Staline, c'est dole longtemps. Tu sais, au Québec, quand tu arrives après 80, tu sais, le peuple, le mouvement vient de se faire battre. C'est la dépression collective. Quelqu'un qui vit sa jeunesse dans les années 80, ça doit être toi, ça? C'est une époque horrible. T'sais, non, mais tout le monde, c'est la dépression nationale. Ça agit sur nos cerveaux, ça agit sur nos jeunes, ça agit sur... Quand tout un peuple déprimé, bon, tu as raison, dans les autres, on est arrivé dans une époque de bouillonnement, où il y avait les chanteurs, les cinéastes, les artistes, les peintres, le mouvement politique, ça brassait, t'avais des petits journaux d'opposition, même si c'était pas répandu, il y avait le Parti pris, il y avait l'indépendance, il y avait Québec libre, il y avait des journaux de gauche, il y avait un bouillonnement d'idées. Là, après 80, tu sais... J'ai envie de dire que je voulais changer le monde, j'ai dit, je vais changer mon monde, je vais avec 4 enfants, c'est déjà pas vrai. Puis mes affaires, je vais changer mon petit monde. C'est un bon début, c'est un bon départ. Tu sais, là, j'étais tant rebelle que je voulais changer le monde au complet, mais là, à un moment donné, je dis, Colin, je vais changer mon petit monde. Mais c'est ça. En tout cas, là, présentement, on vit une période très, très, très difficile. Et après 95, ils ont transformé ça en défaite. Puis depuis ce temps-là, on est sur la défensive. Puis c'est la déprime aussi. Tu as des gars, ils attendent des conditions. Ils attendaient les conditions gagnantes. Ils ne sont jamais arrivés. Tu parles d'un tata. J'aimais mieux. Parizeau, il n'attendait pas les conditions gagnantes. L'indépendance, c'est avant, pendant, après, tout le temps. On l'a fait. Là, tout le monde, hein? Comment ça, on l'a fait? Il a dit, oui, on l'a fait. Puis, l'autre, il est là, il attend les conditions gagnantes. Je me rappelle, ça, c'était le gars qui a 2 pieds dans la même bottine. À un moment donné, il part en tournée à travers le monde. Tu sais, tu es premier ministre du Québec, tu es un premier ministre du PQ, tu es un premier ministre indépendantiste, tu pars à travers le monde. Là, les journalistes ont dit, est-ce que vous allez parler d'indépendance? Ils disent, ah non, non, non. Là, tu dis, comment ça, tu ne vas pas parler d'indépendance? Tu vas à l'étranger, pourquoi? Pour ramener des capitaux, pour avoir un plus gros McDonald's à Trois-Rivières? C'est pas ça, on t'a pas élu pour ça, le cave! Il Yasser Arafat, quand il fait le tour du monde, il parle de la Palestine, de la libération de la Palestine. Pourquoi nous, le gars, les 2 pieds dans la même bottine, si Christ qui était tarte? Dans son déficit zéro, une des premières affaires qu'il ferme, c'est les délégations du Québec à l'étranger. Il faut être gnochon, vrai? Non. Si on veut se donner un pays, il faut être nono. Je ne sais pas, peut-être. Il ne faut pas tout passer sur le dos de l'imbécilité, il faut passer sur le dos de la volonté aussi. Il y a peut-être eu quelque chose. C'est peut-être entièrement raison, mais c'est ma naïveté politique. Peut-être une dernière question. Ah, regarde. Merci Pierre de donner l'occasion de poser une question. Là, moi, je vais te poser une question. De quoi est-ce que vous avez peur? Non! De moi-même! Non! De quoi est-ce que tu as peur? Tu as peur d'affronter quoi? Ta mère a peur d'affronter quoi? Ton père a peur d'affronter quoi? Notre génération, on a eu peur de quoi? De quoi vous avez peur? De quoi vos enfants auront peur?
Parce que n'oubliez jamais une chose, c'est que les gens qui disent « ça se peut pas », c'est peut-être parce qu'ils ont peur. Mais peur de quoi? D'une peur transmise depuis des siècles. Et moi, je n'ai encore la peur de... Je suis un peu heureux, il est un peu heureux, je suis heureux, il est heureux, tout le monde est heureux, on a tous peur. Sinon, ça ferait longtemps qu'on serait indépendant. Juste pour enchaîner sur ce qu'il a dit et traduire encore en langage sociologique, ce poète, les poètes disent tout très bien. On va mettre les sous-titres. Non, mais je vais juste rajouter ma propre expérience. Moi, quand j'ai commencé à faire des films, je suis allé à l'ONF, puis j'ai mis... il m'avait trouvé bon, j'avais fait un petit film avant, il m'avait trouvé bon, mais là, je voulais faire un film sur la crise d'octobre. J'ai mis sur le bureau du bonhomme un projet, c'était marqué octobre. Le bonhomme, il s'est mis à shaker. Je me suis dit, de quoi vous avez peur de faire? Vous avez 63 ans, vous prenez votre retraite dans 2 ans, vous avez peur à quoi? Mais ça, c'est la première fois que j'ai vu ça, c'était à l'ONF, dans une boîte fédérale. Puis là, tu te rends compte que le sentiment premier de tous ces gens-là, c'est la peur. Tout le monde a peur. Peur de perdre sa job, peur de se faire mettre dehors, peur de crever de faim. Manquer d'argent. Donc, tout le monde ferme sa gueule, sauf quelques grands. Il y avait en même temps là-dedans des grands cinéastes comme... Pierre Perrault, Gilles Groux, Arthur Lamotte, puis eux autres n'avaient pas peur. Eux, ils faisaient leur truc. Mais c'était le sentiment premier de tous ces gens-là, c'est la peur. Plus tard, à Radio-Québec, j'ai découvert la même chose. Tout le monde a dit, là, Falardeau, les bouts dans le graton, il faut que tu enlèves ça. Pourquoi il faut enlever ça? C'est dangereux. Il a dit, le gars, il dit, mais c'est pas moi, c'est la boîte. Il dit, moi j'aime ça, moi j'aime ça, mais la boîte, elle aime pas ça. Donc, tout le monde a peur. Fait que tout le monde ferme sa gueule. Après ça, à Radio-Canada, c'est pareil dans les universités. C'est toutes les chaires du Canada que le gouvernement fédéral a fondées dans toutes les universités. Ils donnent du cash. Soudain, les gars, ils ont des chaires de recherche, ils ont de l'argent. Donc, tu sais exactement qu'est-ce qu'ils vont pas chercher. Tu sais en partant quoi ne pas chercher. D'où l'importance. Donc, aujourd'hui, les recherches sur le Québec dans les universités, c'est 0 plus 0 plus 0. Parce qu'il y a la peur de perdre la subvention. La chaire Raoul d'Endurant. Tabarnak, la gang de salopards qu'il y a là. Oui. Bon, une dernière, là c'est la dernière. Une question extrêmement profonde. Oui. D'un fonctionnaire qui a eu peur toute sa vie de perdre une job qui était assurée. Il s'est perdu 2 fois, tabarnak. La question est la suivante. Veux-tu une bière? T'en veux-tu une bonne? Ça va aller. C'est dans les chemins, ça? Ça vous les gars? J'ai une chose à te demander. 48, 49. Pourquoi les gens ont décidé de ne plus avoir peur? La manifeste globale, ce qu'on appelait le refus global. Non, mais en tout cas, c'est ça. Quand Boisvert dit qu'on a tous peur, moi, je suis d'accord avec lui. Puis, moi, des fois, je traduis ça autrement. Tu sais, on n'a pas subi... Tu sais, on a subi le colonialisme britannique de 1760 à 1867. Et puis après ça, on a subi le néocolonialisme canadien de 67 à aujourd'hui. Et ça ne peut pas faire autrement que de laisser des traces dans les cerveaux de tout le monde. Les cerveaux de nos pères, de nos mères, de nos grands-pères, de nos grands-mères, on transmet ça aussi de génération en génération. C'est la mère plouffe. Non, pas de chicane, les petits gars. La mère plouffe, pour moi, c'est un des personnages les plus sinistres de la littérature québécoise. Pas de chicane, les enfants. Mais tout ça pour se dire qu'on est tous colonisés. Puis même ceux qui veulent se libérer,
il y a des morceaux de notre cerveau qui ne marchent pas. Mais il y en a là-dedans qui sont colonisés à 100%. Ils sont aliénés à l'os. Est-ce qu'Elvis Gratton est colonisé? Ben oui. Elvis Gratton, c'est la caricature, le summum du colonisé. La parodie totale. C'est ça. Hey, bon, ben, c'est assez, là, je suis fatigué. OK, tout le monde. Je vais répondre à la question du monsieur en même temps. Il y a deux façons de convaincre une personne. La première façon, tu avances vers la personne, tu te rebousses les mains. Non, je réponds, regarde. La petite madame, justement, tu as deux possibilités. T'avais-tu la réponse? Bon, regarde. Tu as deux possibilités. Un, tu repousses tes manches, tu essaies de la convaincre, mais c'est boqué. Ou deux, tu montres que t'es fier. Donc, regardez, est-ce que tout le monde est fier ici? Oui. OK. Je vais prendre l'exemple de mon mentor, si on veut, au niveau de la littérature. M. Boisvert, levez-vous tous. Faut se lever pour le Québec. Ça commence dans même, le petit geste. C'est juste être fier. Il n'y a rien là. On va prendre des photos. Levez-vous tous. Est-ce que vous êtes fiers, les Québécois? Tu peux pas dire oui là-dessus, là. Avez-vous peur, maintenant? On va les tous debout ensemble. Non, ça me c'est simple. C'est sûr, si on est tout seul dans son coin, on va pas chercher l'information. Chris, il n'y en a pas de sortie. La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. 375-488-1. Vous voulez faire de quoi? Vous aurez plus l'excuse après. 375-488-1. Tout le monde peut participer de toutes les autres. Merci encore, Pierre Falardeau et Boisvert et Jean-Bonafant.